Chers amis, soyez les bienvenus sur Ethos Podcast, la communication ou l'éloquence des leaders. Dans ce podcast, j'invite des personnages que j'admire et qui sont, à mon sens, d'excellents communicants. Dans ces podcasts, on va vous transmettre un maximum d'outils pour aiguiser votre communication et pour monter en puissance lorsque vous prendrez la parole en public. Aujourd'hui, je suis accompagné par Bertrand Vincent, que je vais laisser se présenter. Et ma première question, comme à tous mes invités, Bertrand, est la suivante. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire de Bertrand Vincent ? Avec plaisir. D'abord, merci de ton invitation, Samuel. L'histoire de Bertrand Vincent, c'est l'histoire d'un petit gars qui vivait en Bretagne, qui avait qu'un rêve, c'était de devenir journaliste. Il voulait faire Sciences Po. Et puis son père lui a dit tu vas crever la dalle. Et il a écouté son père. Et du coup, il est allé faire une école de commerce, où il s'est fait chier. Ensuite, il a fait tout un tas de boulot, comme il ne savait pas quoi faire de lui. Il a fait de la vente, de la direction commerciale, de la direction de marque, tout ça pendant 15 ans. Et puis un jour, n'en pouvant plus, il s'est arrêté. Il est allé prendre des cours d'art dramatique pendant 3 ans, en parallèle de son boulot. Et ça a changé sa vie. Il a rencontré un autre mec, Nicolas, qui est devenu son ami et son associé depuis 20 ans. Et ça fait 20 ans qu'on fait un métier que j'aurai peut-être l'occasion de décrire un peu plus tard. Dis-moi tout de suite, qu'est-ce que tu fais comme métier, Bertrand ? Alors, nous on le définit comme ça, nous entraînons des personnes à maîtriser des situations d'enjeu de communication. L'enjeu, il peut aller se situer dans bien des moments. C'est parler en public, parler à la presse, soutenir des appels d'offres, aller se vendre soi-même. On accompagne des gens qui cherchent du boulot. Dès lors qu'il y a un enjeu, dès lors que cet enjeu peut affecter la capacité des gens à bien communiquer, nous les entraînons à être confortables et efficaces. Vous intervenez comme des Power Rangers pour soutenir les dirigeants et tous ceux qui veulent à réussir leur prise de parole à enjeu. Et ça va dans le sens de la société dont tu es actionnaire, qui s'appelle IFO-YACA, de la contraction de Il faut YACA. Qu'est-ce que c'est que cette société ? Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu, Bertrand ? C'est un organisme de formation dans le domaine très spécifique que j'ai décrit, qui est vraiment celui des comportements adaptés, de la communication, de l'interaction. Parce que la communication, c'est beaucoup gérer du lien, on y reviendra peut-être. Je prends 2 secondes pour parler de IFO-YACA. Ouais. Ce nom n'est pas sorti par hasard. Dans les formations en communication, il y a beaucoup d'injonctions paradoxales, comme diraient les psys. Il faut que tu souris, il faut que tu sois à l'aise, il faut que tu ouvres les bras, il faut que tu ne fasses pas des mots parasites. Yaka, faucon, il faut yaka. On oublie un truc, c'est que si tout ça est très difficile à faire, c'est parce qu'il y a du stress dans les situations. Donc ça ne sert à rien de se dire, tiens, il faut yaka que je fasse ça. Il faut avant tout régler son confort. Parce que si on est confortable, ce qu'on donnera à voir et à entendre sera à l'avenant. C'est un petit peu ça ce qui nous a interpellés avec Laurent, mon associé, quand on vous a rencontré Bertrand et Nicolas. C'est que depuis 7 ans qu'on fait ce métier, on rencontre beaucoup de gens qui enseignent le langage non-verbal, le langage paraverbal, le langage verbal. Et vous étiez les 2 premiers qu'on a croisés qui nous ont dit « Non, non, non. De 1, on ne va pas parler d'éloquence. De 2, on ne va pas s'entraîner à mettre les mains comme ça, à se tenir droit, à regarder comme si. On va corriger la relation des orateurs et des oratrices avec leur public dans la capacité à équilibrer, à tisser un lien. » Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur cette expertise que vous avez développée et qui, nous a absolument fascinés ? Tu es en train de t'exprimer, Samuel. Ce que tu es en train de faire, c'est absolument parfait. C'est pas parfait parce que tu es un coach en communication, c'est parfait parce que tu es un gars sympa, bien dans ses baskets. Et au bistrot du coin avec tes copains, tu n'as absolument aucun problème. Nous n'avons pas de problème de communication. Personne n'a de problème de communication. Il n'y a que sous l'effet d'un stress situationnel lié à un enjeu qu'on peut commencer à perdre nos capacités naturelles. Si dans ces moments-là, on commence à se concentrer sur
des symptômes, sur sa posture, sur son non-verbal, sur la résonance de sa voix. En fait, on se ressent totalement sur soi, on est dans le contrôle de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de comment on le dit. C'est totalement contre-productif. Ce qui est important, c'est que ce que tu donnes à entendre et à voir, ce que tu viens de faire, c'est le reflet de ton confort. Donc, voilà, si tu te détends, si tu trouves les moyens du confort, et ça s'entraîne, bah, tu reviens à toi, tu reviens à ton authenticité. C'est ça qu'on entraîne. C'est pas de la forme sur du fond, c'est pas du non-verbal, c'est pas de la gestuelle, des postures. Tu te rends compte, se mettre dans des postures, c'est du mauvais théâtre. C'est vraiment trouver sa liberté dans des moments où il n'y a pas de raison qu'on soit libre parce qu'il y a de l'enjeu et que c'est stressant. Mais il faut 20 secondes pour trouver son confort et revenir à soi. Alors raconte-moi, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand intervient l'enjeu? Et pourquoi est-ce qu'une prise de parole, un dialogue, vous nous avez parlé d'échange, pourquoi cet échange qu'on a au bistrot se transforme en vertige quand intervient l'enjeu? Alors, je ne veux pas rentrer dans trop de détails, je pourrais prendre des parallèles sportifs, mais dans la vie en général, dans ce qu'on est en train de vivre là, ce qui est au centre du moment, c'est la relation qu'on est en train de vivre, et cette relation, elle est confortable. C'est ce qui passe dans notre vie en général. La relation est au centre. On ne se préoccupe pas du tout de ce qu'on raconte. On le fait au fil de l'eau. La parole est la conséquence d'une relation qui est bien gérée. Et puis, il y a des situations stressantes. Et sous stress, ton cerveau, il va gérer ton stress. D'une manière ou d'une autre, il va enclencher des réflexes pour te sécuriser. Et ces réflexes, ils peuvent être bons ou ils peuvent être mauvais. Ça n'appartient qu'à toi, c'est une question de réglage. Alors, traditionnellement, il y a un gros risque sous stress. C'est celui d'aller se rassurer dans ce qu'on a à raconter. C'est de se rassurer dans la parole, dans les mots. Et on t'a à peine donné la parole que tu te précipites dans balancer des messages. Sans rentrer dans trop de détails, c'est auto-bloquant. Ça va avoir des conséquences sur ton fonctionnement physique, intellectuel. Tu vas jouer la partie avec beaucoup moins de moyens, voire perdre tes moyens. C'est tout ce qu'on veut éviter. Pour le dire d'une autre manière, nous ne sommes pas des émetteurs naturels. Nous ne sommes pas des émetteurs naturels de messages. Nous sommes des récepteurs naturels d'écoute. Là, j'ai absolument besoin de ton écoute pour bien émettre. Ben, ça veut dire que la première chose qu'on aura à faire quand on va nous donner la parole, quand on va prendre la parole, paradoxalement, c'est de se taire. Pour faire un truc qui est absolument essentiel, c'est stimuler, sentir l'écoute de l'autre, qui nous nourrit. C'est complètement contre-intuitif. Quand on va chercher un coach en prise de parole, on se dit, OK, il va nous aider à structurer notre prise de parole, il va nous aider à varier les tons, à raconter des histoires. Et la méthode Ifoyaka, qui encore une fois nous a passionnés et nous passionne, Laurent et moi, c'est travailler et nourrir la capacité d'écoute et de connexion à l'autre. Comment est-ce qu'on fait, Bertrand, pour entraîner nos clients à corriger leur relation à l'autre dans l'objectif d'avoir de l'impact et de laisser une trace dans l'esprit et dans les cœurs des gens qu'ils rencontrent? D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que ce que tu fais et ce que nous faisons n'est pas du tout incompatible. C'est-à-dire que préparer des gens sur le fond d'un discours, les aider à structurer leurs idées, si tant est que vous ne les ameniez pas jusqu'à écrire des scripts, mais je sais bien que ce n'est pas ce que vous faites, c'est tout à fait utile. Nous travaillons aussi avec nos méthodes sur le storytelling. Maintenant, ça, c'est le message. Ça, c'est parler. Ça peut même être ce que d'autres appelleraient l'éloquence. Mais en fait, la communication, c'est quoi? C'est pas parler. Tu peux ne pas du tout avoir envie de revoir quelqu'un qui est extrêmement intelligent, structuré, voire éloquent,
mais qui n'a rien créé avec toi. Donc, ce qui est au centre d'un moment comme celui-là, c'est la qualité de la relation qu'on est en train de créer. Et ça, c'est plus de 90% de ton impact, de ce que tu vas laisser chez l'autre. Alors déjà, ça, c'est important de le savoir, de se le rappeler. Parce que quand on parle prise de parole, on pense beaucoup messages, et on blinde les messages. Déjà, avoir conscience que l'essentiel est sans doute ailleurs, dans la qualité du lien qu'on crée, c'est important. Après, comment on y arrive? C'est déjà en se départissant de son stress pour pouvoir être présent à l'autre et pas s'inquiéter de soi, de ce qu'on raconte, de comment on le raconte. Une fois que je me suis occupé de moi, que j'ai géré mon stress, et encore une fois, ça prend 20 secondes, je peux m'occuper de toi, je peux décider d'une qualité de relation que je vais créer avec toi, je peux l'entretenir, quoi qu'on se raconte. Tout ça, encore une fois, c'est une question d'entraînement. C'est absolument pas une question de talent. Voilà. Il n'y a pas des gens qui sont doués pour ça et d'autres pas. Bon, ça, c'est rassurant déjà. Ça veut dire que notre métier fait sens. Si c'est pas inné. Tu viens de me dire en 20 secondes, on est capable de gérer son stress pour être pleinement présent à la relation à l'autre. Comment est-ce qu'on fait pour, en 20 secondes, quitter cet effroi que représente l'exercice de la prise de parole pour beaucoup de personnes? Alors, ces 20 secondes, elles ne sortent pas du chapeau. Hein. Ça a été vérifié par la faculté. Il y a un moment qui est très fatidique, c'est le moment où l'autre te dit « Allez, on vous écoute. Parlez-moi de vous, par exemple, dans un entretien de recrutement, ou bien « C'est à vous, Samuel, vous avez 1 heure. » Paf. Les micros sont ouverts, les caméras sont sur toi, tu vas te jeter à l'eau. La manière dont tu passes ce moment-là conditionne complètement ton niveau de confort ou d'inconfort une trentaine de secondes après. Ton cerveau aura compris dans quelle priorité tu es au moment où tu démarres et il va le caler. Il y a 2 priorités possibles. Je les ai déjà un peu évoquées. La première, c'est d'aller se rassurer, se réfugier dans le texte. On t'a donné la parole, tu te concentres sur le texte. Une vingtaine à une trentaine de secondes après, ton cerveau va commencer à s'inquiéter d'avoir du texte, il va se mettre à chercher, et là, il y a plein de trucs insatisfaisants qui vont se mettre en place. Ton cerveau va chercher, ton regard va partir, ta respiration va s'inverser. Bien. 30 secondes pour se coller dans l'inconfort et perdre l'autre de vue, se centrer sur soi. S'éviter ça, c'est très simple, il faut entraîner des choses toutes bêtes. Alors, je peux les dire, dites comme ça, elles vont être entendues comme des tips, mais c'est 1, tais-toi. Première chose à faire, on te donne la parole, c'est de te taire. Pas longtemps, mais juste ce temps d'aller chercher, de stimuler l'écoute de l'autre. 2, démarrer par des phrases très courtes. Pourquoi ? Pour se laisser le temps d'installer ses respirations diaphragmatiques. Le confort est toujours lié à la respiration. 3, penser que tu parles à des gens malentendants, quasi sourds, que tu vas être obligé de prendre en charge. Si tu considères, et c'est une vérité, que l'attention de l'autre, elle est très volatile, les gens décrochent très très vite, tu es obligé de faire des efforts pour l'autre. Tu le prends en charge. Déjà, tu vas le regarder quand tu lui parles, il lit sur tes lèvres, tu vas lui parler relativement lentement, tu vas lui parler distinctement, tu ne vas pas lui en dire trop à la fois parce que ça va le saouler, tu le prends en charge. Plus tu le prends en charge, mieux il t'écoute, plus tu le prends en charge, moins tu te préoccupes de toi dans la situation et de ton petit problème d'ego. Hein. Qu'est-ce que l'autre va penser de moi ? C'est ça le problème. Ouais, mais sauf que moi, ce que j'ai appris depuis ces 7 ans à former en prise de parole, c'est qu'il existe 2 grandes peurs quand on prend la parole. La première, c'est la peur du jugement. Nous sommes des animaux, nous vivons en groupe, et le jugement peut entraîner la mise à l'écart. Et cette mise à l'écart renvoie à une peur de la mort. Et de l'autre côté, la peur de l'échec. Et ça c'est très français, ça. On part de 20 et on se sac, tac, 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 tac. On fait des dissertations,
on fait des résolutions d'équations, on écrit, c'est la culture de l'écrit. Et on pense qu'un exposé sur les serpents en CM1 et un oral d'histoire de l'art en troisième, ça suffit pour former les Français à la prise de parole. Mais c'est pas possible. Donc ce que je veux dire là-dedans, c'est que la peur du jugement que tu décris là, elle est humaine. Comment est-ce Bien qu'on sûr. peut s'en libérer? Comment est-ce que les auditeurs de ce podcast peuvent se libérer de cette peur du jugement? Alors d'abord, quand il y a une peur, c'est de la psychologie de comptoir, c'est qu'il y a une envie. 100% d'accord. Derrière, c'est quoi l'envie? L'envie, c'est celle d'être reconnu par l'autre. C'est ce besoin de reconnaissance que nous avons tous, qui en communication s'agrège autour de l'écoute. J'ai besoin de ton écoute. Et effectivement, dans des situations où nous-mêmes, nous nous mettons sous enjeu, on veut obtenir quelque chose, on veut gagner quelque chose, eh bien, ce besoin d'écoute, ce besoin de reconnaissance, ce besoin du partenaire se transforme en peur du jugement. Au départ, c'est un besoin. Bon. Comment se sortir de là? Je prends cette image, moi je l'aime bien. Au moment où on te donne la parole, tu as des spots plein la gueule. Tu es dans la lumière. Ce que tu dois faire au début de la situation, pendant les 30 premières secondes, c'est d'inverser les spots. Ce que tu dois faire, c'est faire en sorte que ce soit l'autre qui soit dans la lumière. C'est ton auditoire qui est dans la lumière. C'est lui qui compte. Et plus tu fais ça, moins tu as peur. C'est une très 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 belle image. Et donc, dans ces 30 premières secondes, comment on fait pour prendre les spots et les tourner vers l'autre, psychologiquement et dans la parole? Pose-moi une question. N'importe quelle question. Tu me la poseras 2 fois, j'y répondrai 2 fois. Ok, Bertrand, on m'a dit que tu étais bon au tennis. C'est vrai ou pas? Alors ça a été vrai, c'est le sport que j'ai pratiqué depuis l'âge de 6 ans. J'ai vraiment beaucoup aimé ce sport. Bon, aujourd'hui j'ai 63 ans, je cours moins vite, j'ai des genoux en porcelaine. Donc évidemment, je m'entraîne moins, je joue moins. C'est plutôt un sport que je dirais je regarde plutôt que je ne le pratique. Je te la repose. Tu me diras après la différence que tu as pu ressentir. Ok. Bertrand, on m'a dit que tu étais bon au tennis. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça a été vrai. J'ai joué en seconde série. Pour les non-initiés, ça commence à être un bon niveau de tennis. Et puis, je joue moins, hein, c'est le fait de l'âge. Je commence à m'intéresser plus à l'écriture, à la pétanque, à des choses de mon âge. Ça reste quand même un sport que j'adore, pratiquer un peu, regarder beaucoup. Eh ben, j'ai préféré la deuxième réponse. Et pourquoi est-ce que j'ai préféré cette deuxième réponse? Et c'est quelque chose que tu as senti, c'est pas quelque chose que tu as entendu, compris, intellectualisé. Au fond, ta question est la même, ma réponse, sur le fond, elle est peu ou prou la même. Un peu variée, mais c'est pas ça qui a changé. Ce qui a changé, c'est la nature de la relation entre nous. Dans le premier cas, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est ce qui peut se produire sous l'effet du stress. J'ai répondu à la question que tu me posais. La question, souvent, nous emmène dans notre intellect, dans chercher la réponse. On s'est isolé. J'étais plus avec toi. Tu n'existais plus. Or, toi, si tu poses une question, c'est parce que tu as besoin qu'on s'intéresse à toi, qu'on te prête de l'attention. La deuxième fois, j'ai fait ni plus ni moins que ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au moment où tu m'as reposé la question, je n'ai pas parlé tout de suite. Ma préoccupation, ce n'était pas de parler, c'était de créer le lien avec toi, une certaine qualité de lien. J'ai démarré par des phrases courtes. Voilà, j'ai mis ça en place. La relation s'est trouvée au centre. Dès lors que la relation est bien gérée, intellectuellement, tout fonctionne. Ça me fait penser à une citation qui, semble-t-il, est attribuée à Sarah Bernard, qui dit « On ne se souviendra pas de ce que vous avez dit, on ne se souviendra pas de ce que vous avez fait, mais on se souviendra de ce qu'on a ressenti. » Peut-être que c'est ça, la clé. Privilégier la relation, la rencontre au message. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ce matin, j'entraînais un groupe de dirigeants qui cherchent du boulot, qui eux-mêmes ont recruté évidemment dans leur carrière.
Et je leur disais, écoutez, quand vous avez en face de vous 2 personnes qui peuvent faire le job, le choix final, comment il va s'opérer? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Mais le feeling, bien sûr. Quand on en arrive là, la capacité des gens à faire le job, leur intellect, tout ça a été largement mesuré. Ce qui se joue dans ce moment-là, c'est est-ce que j'ai envie d'avoir Samuel dans le décor plutôt que Tartampion pendant les 3 ans qui viennent? Donc c'est la qualité du lien, c'est la trace que tu vas laisser, c'est la capacité que tu vas avoir à me mettre à l'aise pendant l'entretien, toi candidat, qui fait que je me dis ah bah tiens oui c'est Samuel, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est avec lui que j'ai envie de bosser demain. Ok. Donc si on synthétise cette première partie de notre échange, on pourrait dire que beaucoup de formateurs en prise de parole nous enseignent à nous tenir droit, à mettre les mains comme ça, à varier de ton comme si, à raconter des histoires de telle manière, etc., etc. Et qu'il existe une autre catégorie qu'on a eu le bonheur de croiser, de formateurs qui travaillent sur la qualité de la relation et de la rencontre qu'on fait avec les gens. Tout ça nous amène à une deuxième partie d'épisode qui intéresse les auditeurs d'Ethos Podcast, qui est liée au leadership. Pour toi, Bertrand, qu'est-ce que c'est que le leadership? Je pense qu'il y a au moins 250 bouquins sur les étagères de la FNAC sur le leadership. Pour moi, c'est la capacité d'une personne à élever les autres. Nicolas et moi, on dit on obéit à un chef, on apprend avec un manager, on grandit avec un leader. Le leader, c'est quelqu'un qui vous inspire, c'est quelqu'un qui a une vision, un cap, et qui vous donne envie d'y aller avec lui. Même qui vous donne la liberté de trouver la façon d'y aller et pas de vous l'imposer. Voilà. C'est quelqu'un d'inspirant. C'est quelqu'un d'exemplaire aussi. Et puis ça, j'y tiens beaucoup, c'est quelqu'un d'authentique. Ok. Pourquoi est-ce que c'est quelqu'un d'authentique? D'abord, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait. Et puis, c'est quelqu'un qui peut faillir. C'est quelqu'un qui peut oser dire à ses collaborateurs « ça va pas, je suis stressé, je ne sais pas comment aborder ce sujet ». C'est pas parce qu'on est en haut de la pyramide qu'on doit être infaillible, qu'on doit être coupé de toute émotion. Voilà, plusieurs tu penses que briques. Tu penses que c'est autorisé d'être un manager, en tout cas un leader vulnérable en 2024 en France? Je l'espère. Je l'espère et j'espère surtout que les leaders eux-mêmes se l'autorisent. Je ne veux pas faire du genrisme de comptoir, mais je pense que c'est là que avoir plus de leaders féminins peut faire évoluer le paradigme. Je pense que les femmes ont plus cette capacité, osent plus parler de leurs difficultés, de leur vulnérabilité. Eh bien, très bien, c'est un bon exemple. Est-ce que c'est lié à notre éducation en tant que garçon? On nous a éduqués à être aventureux, casse-cou, mais on ne nous a pas trop autorisé peut-être à parler de nos émotions. Là où peut-être les petites filles, on leur a dit c'est ok, t'as le droit de pleurer, t'as le droit de pas être bien. Bah, ça c'est clair, hein. On est quand même le fruit de notre éducation, qu'on le veuille ou pas, Ouais. c'est sûr. Un mec, c'est un mec, quoi. Donc plus d'hommes vulnérables qui acceptent leurs émotions et plus de leaders qui inspirent et qui ouvrent la voie à des équipes de jeunes femmes qui viendront organiser le vivre ensemble pacifique dans les entreprises et dans notre société. On en fait le vœu ici. Tu me permets de dis-moi. t'interrompre? Je voulais Ouais. juste te donner une anecdote. Ouais. Un jour, je me suis retrouvé dans un bistrot et j'ai eu la possibilité
d'entrer en relation avec un monsieur que je connaissais. Lui ne me connaissait pas du tout. Et j'ai pris le premier des prétextes venus pour lui poser une question débile, honnêtement. Et ce monsieur, enfin une question qui le concernait quand même un peu, en tout cas son organisation. Ce monsieur a pris 20 minutes, alors qu'il était en train de déjeuner, pour me regarder, me poser des questions. Et cet homme dirigeait tout simplement le plus grand cabinet de conseil en technologie au monde, à savoir 700 000 personnes dans le monde. J'en suis encore ému parce que ce monsieur est mort 2 ans après d'un cancer. Pour moi, un leader, c'est ça. C'est quelqu'un qui éclaire l'autre, c'est quelqu'un qui élève l'autre, c'est quelqu'un qui pay attention, comme disent les anglo-saxons. Pay attention. C'était le président d'Accenture. Bon, je ne voulais pas citer de marque, mais... Je le dis parce que c'est fascinant de se dire que des gens de ce niveau-là se tournent vers l'autre et s'intéressent à l'autre. C'est peut-être ça, là, le charisme, le leadership. Pierre Nanterme, un être absolument exceptionnel. Je pense qu'il a disparu il y a 4 ou 5 ans. Quand tu vas chez Accenture, au 7e ou 8e étage de leur immeuble, dans le 13e, tu vois une énorme banderole « Merci Pierre » avec 2 grands cœurs rouges. Ils n'ont jamais réussi à la décrocher. Bertrand, vu qu'on est sur le leadership, j'ai appris avec Nicolas la différence entre l'autorité artificielle et l'autorité naturelle. Je suis sûr que ça peut intéresser les auditeurs d'Ethos Podcast. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, s'il te plaît ? Il est assez facile pour quelqu'un, pour arriver à ses fins, de se réfugier derrière un statut. Je suis ton père, va ranger ta chambre, sinon privé de dessert. Je suis l'expert du domaine, croyez ce que je vous dis. Je suis le patron, je veux voir qu'une tête, vous faites ce que je vous ai demandé. Ça, c'est l'autorité artificielle, statutaire. Alors, au demeurant, il n'y a pas de jugement moral par rapport à ça. Parfois, c'est indispensable. Par exemple, il y a le feu, je suis le capitaine des pompiers, je sais ce qu'il faut faire, je vais donner des ordres. Ou bien, avec des enfants, j'ai donné des règles de conduite 3 fois, elles ont été enfreintes 3 fois, c'est plus le moment de rigoler, je peux mettre mon képi de flic, prendre mon sifflet et arrêter voilà, et imposer les choses. Mais il faut bien être conscient que si on se comporte systématiquement avec les gens comme ça, il y a un moment où ça va poser des problèmes. Ça va créer des relations de soumission chez l'autre. À un moment ou à un autre, il va vous le reprocher. À un moment ou à un autre, il va vous le faire payer. Si on veut embarquer les gens, si on veut les faire avancer vers quelque chose, essayer de les aider à comprendre notre point de vue, il faut s'y prendre très différemment. C'est là qu'il faut les élever leur niveau de conscience. Il faut accepter la contradiction déjà, accepter qu'ils ne soient pas d'accord avec vous, accepter que voilà, vos enfants aient envie de sortir et le vendredi et le samedi jusqu'à 3 heures du matin alors qu'il y a école le lundi. Bon, c'est normal, ils ont envie et il va falloir petit à petit leur faire comprendre, et donc à travers une discussion, que c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire pour eux. Il va falloir dialoguer. Le dialogue, c'est quelque chose qu'on a un peu perdu de vue en France, hein, le débat sain. Quand on regarde la télévision, c'est navrant, quoi. C'est pas débattre. C'est ça l'idée, c'est de prendre le temps d'influencer, de prendre le temps de rapprocher l'autre de nous. Voilà ce que j'appelle l'autorité naturelle. L'autorité, on la définit comme la capacité d'influence que l'autre va nous reconnaître avec plus ou moins de résistance. Tu es face à Poutine, tu vas lui reconnaître une certaine capacité d'influence, mais tu vas y mettre beaucoup de résistance.
Tu ne vas pas y aller avec le plaisir, tu vas y aller avec l'épée dans les reins. Maintenant, l'autorité naturelle, c'est la capacité d'influence que tu vas reconnaître à l'autre sans effort. Si tu veux créer des liens de confiance durables avec des collaborateurs, toutes les parties prenantes, des clients, il vaut mieux s'y prendre comme ça. Et c'est curieux parce que ce que j'ai compris, et je le valide en plus, je suis complètement d'accord, le niveau d'écoute est inversement proportionné à l'autorité artificielle qu'on impose. Tu me disais, Poutine, on peut prendre Trump, on peut prendre tous ces gens-là qui ont trop de puissance. On les écoute, mais on est directement en opposition par rapport à ce qu'ils disent, alors que ce manager qui nous a recrutés en stage et qui nous a emmenés vers une alternance et qui nous a proposé notre premier CDI et qui nous a appris à les codes de l'entreprise, qui nous a appris un métier, il est 1000 fois moins puissant que Poutine. Mais par contre, c'est lui qu'on va écouter parce qu'il nous a grandi. C'est peut-être ça le secret du leadership, c'est la capacité à grandir les autres. Absolument. C'est la capacité à les mettre à l'aise avec vous, à les mettre en confort à votre contact. C'est la capacité à les rendre plus intelligents à votre contact. Donc plutôt que de leur imposer votre raison très vite, c'est d'essayer d'écouter la leur et puis d'influencer. Qui a envie de bosser avec quelqu'un qui lui fait peur? Qui a envie de bosser avec quelqu'un qui a toujours raison contre vous? Personne. Personne. Ça me donne quand même envie de parler d'une notion qui, à mon avis, intéressera les gens qui écoutent ce podcast. C'est la notion d'éthos prédiscursif et l'éthos discursif. Puisque l'autorité artificielle est un petit peu quand même nourrie par l'autorité prédiscursif. Tu sais, l'éthos prédiscursif, c'est la réputation d'une personne qui la précède. L'image, c'est quand on arrive chez le médecin. Okay, on a l'image d'une belle adresse au centre du village. Il nous reçoit en blouse blanche. Il a un certain âge. Il a une petite barbe blanche. Il a son diplôme collé au mur. Il y a un squelette au fond de la pièce. Avant même qu'il ait ouvert la bouche, on apporte du crédit à ce qu'il va dire. Peut-être que ça, c'est l'autorité artificielle. Et ensuite, à partir du moment où il ouvre la bouche, il s'intéresse à nous. Il nous regarde dans les yeux. On sent qu'il veut notre bien. Il articule. Voilà, il a une posture rassurante. Et donc, ça, c'est son éthos. Qu'est-ce que tu penses de cet éthos prédiscursif et éthos discursif? Ça te parle? Absolument. Peut-être pas exactement comme toi tu l'as entendu. Je vais laisser de côté l'histoire de la blouse blanche, des habits qui nous donneraient une certaine crédibilité. Honnêtement, je trouve ça, c'est de moins en moins de mise que de s'habiller de certaines manières. Et, enfin, ça ne permet en rien de préjuger de la qualité de quelqu'un. Vraiment, ça ne devrait pas en tout cas. Ce que tu es en train de me dire, c'est que parfois la réputation de quelqu'un le précède. Parce qu'il a eu de l'autorité, on sait il fait autorité. Ok, c'est super. Ce n'est pas obligatoirement très agréable pour la personne en question. Alors le risque déjà, c'est qu'elle impose son autorité à l'autre, mais l'autre risque, c'est que ça crée beaucoup de stress chez elle. Je vais te prendre un exemple. Michel Bouquet est beaucoup trop jeune pour avoir connu cet acteur. Oh, je l'ai vu au théâtre, figure-toi. Incroyable. Dans Le Malade imaginaire. Super acteur de théâtre. Et Michel Bouquet a dit, moi, j'ai jamais trop ressenti le trac jusqu'au jour où un journaliste a dit, Michel Bouquet est le plus grand comédien de théâtre français vivant. Et là, il a dit, mais je ne pouvais plus monter sur scène chaque soir sans avoir une peur bleue. Il fallait que je le prouve à chaque fois. Donc, évidemment, quand tu t'élèves dans une organisation, tu es de plus en plus regardé, tu te dois d'être de plus en plus exemplaire, et ça, c'est
de situation en situation en situation. Tu remets ton titre en jeu tous les jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la peur, elle existera tous les jours, avant chaque situation. Même si tu les as très très bien maîtrisés, en pré-ethos, je ne sais pas exactement ton terme. Ouais. Ethos pré-discursif. Pré-discursif. Ok, tu as magnifiquement bien géré tout un tas de choses par le passé. Hop, tu as une nouvelle situation à gérer, tu remets ton titre en jeu. Et là, il va falloir que tu trouves les moyens du confort et au-delà du confort, les moyens de l'autorité naturelle. Moi, ce qui m'a touché aussi dans votre approche Ifo-Yaka, c'est la capacité à rééquilibrer la relation. Peu importe qui je suis le PDG d'Accenture et toi, tu es à l'accueil d'Accenture. Je dois te faire sentir comme mon égal. Et moi, c'était un sujet parce que, comme tu viens de le dire, je suis plus jeune que beaucoup de mes clients et ça m'arrive d'arriver dans des endroits où les clients, ils ont le double de mon âge. Et rien que tout à l'heure, je suis allé dans une grande entreprise et on m'a demandé si je venais pour un entretien. Et j'ai dit non, je viens coacher le dirigeant. Et toute la difficulté des premiers coachings, c'est de créer cette relation d'égal à égal, de confiance. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu peux me dire un petit peu plus sur cette capacité à rééquilibrer la relation qui fait les leaders, en fait? Déjà, te concernant, je voudrais te rappeler un mot assez célèbre d'un de nos auteurs de théâtre fameux, c'est que à une âme bien née, la valeur n'attend point le nombre des années. C'est gentil. Ça fait partie des efforts que doit faire un dirigeant, un leader. Au passage, on n'a pas besoin d'être dirigeant pour être leader. Le leader, c'est une attitude, c'est une façon de s'engager dans l'action, c'est une façon de remettre les choses en question, de faire avancer ses idées, et c'est le propre de n'importe qui dans une organisation. Et je trouve que ce qui caractérise des gens qui communiquent bien, et notamment des leaders, c'est cette capacité qu'ils ont, déjà cette conscience qu'ils ont, qu'ils doivent le faire, et la capacité qu'ils ont de mettre les autres à l'aise avec eux. C'est juste une volonté. Il y a des organisations qui sont extrêmement hiérarchisées, pyramidales. Encore une fois, c'est très très facile de s'imposer à l'autre juste par son statut. En quoi est-ce que ça crée des organisations intelligentes, des équipes performantes? En rien, les gens n'ont pas envie de se défoncer pour ça. Donc, au fond, c'est l'intérêt du leader de mettre l'autre à l'aise. Comment on le fait, c'est tout, c'est une décision à prendre. Hein. J'ai envie qu'on passe un bon moment. C'est une intention. C'est une intention. Okay. Quoi qu'on se raconte, j'ai envie de créer une certaine qualité relationnelle. J'ai envie de te mettre à l'aise avec moi. J'ai envie de te mettre en confiance. C'est ce que Pierre Nanterre m'a fait avec moi. Il y a je viens de rebondir là-dessus, sur cette intention. Il y a certains de nos clients qui nous disent je veux devenir influent, je veux devenir inspirant. Comment on fait pour aider des clients et comment on fait pour devenir influent, inspirant, à ton sens, Bertrand? Je vais me répéter, on s'entraîne, hein, et on s'entraîne beaucoup. Déjà, qu'est-ce qui est inspirant? Est-ce que quelqu'un, sous prétexte qu'il est intelligent, pertinent, est inspirant? Si c'était le cas, tu as des gens extrêmement brillants qui auraient été élus président de la République, par exemple en France, je ne veux pas citer de nom, le meilleur d'entre nous. Eh bien, il n'a jamais obtenu le Graal. Pourquoi? Parce que... Tu parles de Zidane, là ou... Non, pas Zidane. Bon, je parle du maire de Bordeaux. Il se reconnaîtra. Ce monsieur est tout à fait brillant. Et il se trouve que j'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois dans un think tank. Le type est tout à fait brillant, éloquent, structuré. On ne peut pas dire qu'il mette vraiment beaucoup les gens à l'aise et on ne peut pas dire qu'il fasse beaucoup d'efforts pour ça. Donc cette dimension relationnelle, peut-être pour des raisons qui lui appartiennent, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est sans doute quelqu'un d'assez pudique,
c'est pas un terrain sur lequel il va. Et c'est une dimension manquante énorme, énorme. Voilà pour l'inspiration. L'inspiration, ça n'est pas que des mots. Bien sûr, on peut utiliser un storytelling intelligent qui va mettre l'autre au centre de l'histoire qu'on lui raconte. Ok, super, c'est très bien. Mais ça, c'est moins de 10% de la capacité à inspirer. Ce qui inspire, c'est le lien. Voilà. Ensuite, l'influence, ça s'entraîne. L'influence, c'est ne pas vouloir avoir raison trop vite contre l'autre. L'influence, c'est poser des questions à l'autre. C'est l'amener à réfléchir lui-même à sa position. C'est lui amener des arguments, lui amener des faits, des chiffres, des choses intangibles. C'est ça, influencer. Et c'est aussi donner du temps à l'autre pour faire le chemin. On veut toujours avoir raison trop vite contre l'autre. Et si on fait ça, l'autre, il va penser trop vite qu'il a tort, et ça ne va pas lui plaire du tout. Ça, c'était sacrément beau. Je le découperai et j'en ferai un petit réel, c'est sûr et certain. Bertrand, il y a différents types d'intelligence qui peuvent faciliter le travail sur l'influence et l'impact. L'intelligence émotionnelle, l'intelligence intellectuelle et l'intelligence situationnelle. Est-ce que tu peux m'en dire quelques mots? Je suis sûr que ça intéressera tout le monde. Bon, j'ai peur de me répéter un peu parce qu'on tourne quand même un peu autour des mêmes notions. Charité bien ordonnée commence par soi-même, comme dit le dicton. Si je n'ai pas déjà une bonne gestion de mes propres émotions dans une situation, je ne vais pas pouvoir gérer l'émotion de l'autre et la qualité de notre relation. Donc déjà, l'intelligence émotionnelle, c'est de gérer ses propres émotions. Et ça, déjà, ça s'entraîne. L'intelligence relationnelle, c'est déjà avoir conscience que c'est très important et que l'autre a besoin qu'on s'occupe de lui. Et c'est de décider de créer une certaine qualité de relation avec l'autre. Quelle était la troisième dont tu as parlé? J'ai déjà oublié. Situationnel, intellectuel, émotionnel. Intellectuel, je pense que l'intelligence intellectuelle, c'est la pertinence, mais c'est parler le langage de l'autre. Si tu veux raconter, si je dois raconter mon métier à un enfant de 12 ans, il faut que je me mette à niveau. C'est pas jargonné, c'est être simple, être concis. C'est tout ça que veut l'autre. Moi, j'ai envie d'envoyer une petite flèche à nos amis start-upers. Je te propose qu'on catch up, qu'on fasse un call et qu'on brainstorm et qu'on s'envoie des slides via un PowerPoint. C'est du jargon que les gens ne comprennent pas et je suis convaincu que ça met à distance énormément de gens. Ça met à distance probablement les décideurs dans les grandes sociétés qui n'ont pas 25 ans et qui n'apprécient pas ce langage de start-up. Et ça met à distance tous ceux qui ne vivent pas dans la Silicon Sentier et qui ne comprennent pas le vocabulaire propre aux start-upers en Véja et Doudoune sans manche. Donc j'invite tous ceux qui écouteront ce podcast et tous mes amis, tous mes clients à faire très attention. Et moi aussi, je me fais avaler par cette maladie de la Startup Nation, mais faisons attention à utiliser les mots français quand ils existent. Ça rassemble et ça permet à toutes et tous de comprendre ce qu'on raconte. Tu parles d'or. Il y a quand même un gars qui a été capable de me dire il est grand temps qu'on leverage nos KPIs. Tu peux me la faire en français? Ah oui, qu'on améliore nos indices de performance. Ok, merci. J'ai une anecdote là-dessus. J'étais tout jeune, j'avais 3 ans de carrière et je me suis retrouvé à faire du marketing développement dans une boîte.
il fallait que je trouve des relais de croissance. Et j'allais rendre compte de mes réflexions tous les mois auprès du COMEX. Et le COMEX de cette boîte, bon, en gros, ils avaient tous fait Polytechnique ou Centrale. Et je me disais dans ma petite tête de gars de 25 ans, OK, il faut que je parle Centrale ou Polytechnique. Je faisais des transparents, à l'époque, il n'y avait pas de PowerPoint. J'en écrivais des tonnes. Je faisais des phrases. Et puis, à la fin de ma première prise de parole, le CEO, qui était très gentil, est venu me voir et très gentiment, il m'a dit « Écoute Bertrand, il faut que je te dise un conseil. Nous, là, on n'a pas le temps. Des petits gars comme toi, on en voit 10 à l'heure et on n'a pas le temps de réfléchir. Donc déjà, tu vas nous faire l'économie de tout le fait que tu aies réfléchi, on sait très bien que tu bosses. Tu vas en venir assez vite aux conclusions. Et c'est ça la leçon, tu vas nous parler comme à des enfants de 12 ans. De 12 ans. Parce que nous, on n'a qu'une envie, c'est que ce soit simple et concis. » J'en viens donc à la dernière question de ce podcast, avant qu'on arrive à un petit jeu. Si on devait résumer, c'est dur, hein, les 3 meilleurs conseils, les 3 conseils les plus importants pour réussir sa prise de parole en public, quels sont-ils, Bertrand, selon toi? Alors, ils sont de 2 ordres, parce que même si on a beaucoup parlé de relations, le contenu a quand même du sens. Donc, en amont, c'est se préparer. Et pour moi, c'est se préparer. Le conseil le plus important en termes de préparation, c'est de ne jamais oublier l'auditoire. À qui je parle. Si vous construisez un discours, ça doit être à partir de ça. À qui je parle? D'où partent-ils? Quel est leur contexte? Quelles sont les questions qu'ils se posent par rapport au sujet que je vais évoquer? Les mettre au centre. Construire son propos autour des questions que l'autre est censé se poser. Ensuite, je l'ai dit, c'est ne pas se précipiter au départ, prendre le temps d'aller chercher l'écoute, démarrer par des phrases courtes, respirer. Et puis, faire simple. Super. Donc, petite synthèse. 3 conseils, IFOIACA. 3 conseils pour réussir votre prochaine prise de parole en public. Grand 1, placez l'autre au centre de votre message. C'est lui le personnage principal de l'histoire que vous racontez. Grand 2, privilégiez la rencontre au message. Et grand 3, s'il vous plaît, faites simple. Faites-nous l'économie d'une réflexion trop longue et parlez-nous comme si on était des enfants de 12 ans. On vous en remerciera beaucoup. Bertrand, petit jeu final, je te propose de commencer ma phrase et toi tu me réponds du tac au tac avec les premières idées qui te viennent. T'es prêt? 1, Le stress. 2, 3. Un bon orateur ou une bonne oratrice, c'est quelqu'un qui... Qui écoute bien. La communication permet de... Entrer en relation. Un leader ou une leader qui communique bien, c'est... C'est quelqu'un d'authentique. La parole du leader doit être... Authentique. De quoi est-ce que tu préfères discuter quand tu es saoul? Quand je suis sous, Ouais. oula, faut mieux pas que tu m'aies vu dans ces circonstances-là. Écoute, moi j'aime bien parler de relations, beaucoup. Et puis je suis très fan d'art, tout type d'art vivant. Donc j'aime bien parler de théâtre, j'aime bien parler de ballet contemporain. Ok. Si je devais refaire ma vie, je serais danseur. Ok. La dernière... la parole est à la défense, comme au tribunal. Tu seras le dernier à parler. Et je te propose une carte blanche. Les auditeurs ont envie de découvrir quelque chose. De quoi est-ce que tu as envie de leur parler aujourd'hui? On t'écoute.
J'ai envie de leur raconter une anecdote qui parle vraiment de ce que nous évoquons depuis près d'une heure. On s'est parlé tous les deux d'éloquence à un moment ou à un autre, et je t'ai dit ce que je pensais de cette notion qui peut nous emmener dans des travers, dans voilà, parler beau, parler beaucoup, etc. J'ai vécu un truc assez extraordinaire, une rencontre que j'oublierai jamais. J'étais avec les anciens de mon école de commerce, il n'y a pas longtemps. Et donc, il y avait voilà, pas mal de gens là, beaucoup en costard-cravate, costard en tout cas, pas moi, j'en porte plus depuis longtemps. Est arrivée une petite dame qui avait vécu dans la rue pendant 12 ans, qui avait même eu des enfants dans la rue, et qui avait vécu tout ce qu'on peut vivre dans la rue d'horrible. Elle est venue nous raconter son expérience et comment elle s'en était sortie grâce à une association. Je peux te dire que cette femme, elle était tout sauf éloquente. Elle avait un vocabulaire assez frustre, une maîtrise de la syntaxe moyenne, mais elle nous regardait, elle prenait totalement sa place, elle parlait peu, elle parlait simple, elle posait sur nous un regard plein d'humanité, tu vois, c'était vraiment très très beau à voir, très émouvant. Et d'abord, elle ne s'est pas laissée impressionner parce qu'elle vivait là, elle aurait pu. Donc elle a géré le truc. Et elle était totalement inspirante, sans être éloquente. Merci Bertrand. Merci à tous d'être restés jusqu'ici dans l'épisode. J'espère que vous avez appris beaucoup et que votre communication en grandira grâce à ce podcast. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Bertrand ? Une bonne retraite ? Eh ben, on te souhaite ça quand tu décideras de la prendre. Salut, merci beaucoup Bertrand. Merci Samuel.